à tous. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ouais. Très bien. Un peu plus fort? Ce sera plus un peu mieux. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier M. Lee Jong-soo, donc le directeur du Centre culturel coréen, de donner à l'Association française de Haedo la possibilité de promouvoir notre art martial. Merci, un grand merci aussi à toute l'équipe du Centre culturel coréen. Comme monsieur le directeur l'a dit, Maître Kaposine est indisponible, je réitère ses excuses et il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Plus que désolé même, je pense. Donc ce soir, on va parler du Haedo Mundo, qui est donc l'art martial du sabre traditionnel coréen. C'est un art martial ouvert à tous et très complet. Il y a évidemment du combat. Il y a des formes codifiées comme dans les autres arts martiaux. Il y a aussi des formes chorégraphiées. Il y a aussi des coupes sur divers supports puisqu'on utilise le sabre comme principale arme. C'est un art martial qui nécessite de la précision, de la concentration, de la gestion du souffle, de la puissance. Et il est ancré dans l'histoire et les traditions coréennes et il permet justement de découvrir ou de mieux appréhender cette culture. Donc ça c'est le sommaire de ce qu'on va faire ce soir, ça va durer une petite heure. Dans une première partie, on va d'abord voir le contexte historique en fait des armes et du sabre en Corée. Ensuite, on verra comment le Haedo Mundo a intégré cette tradition. Et dans une dernière partie, on verra comment le Haedo Mundo s'est développé dans le monde, en Europe et en France. Donc avant de commencer... un peu plus fort. Avant de commencer, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu du Haedo Mundo ou pas. Donc je vais lancer une petite vidéo de présentation. C'est une présentation qui a été faite par l'équipe communication de l'Association française de Haedo Mundo, donc qui présente un petit peu les différentes facettes, les différentes coupes, les différentes formes de combat. Et ensuite on en parle. Voilà pour cette première vidéo de présentation. On en verra deux autres pendant la conférence pour que vous ayez encore plus
petite image à voir dans la tête. Donc on va commencer avec une première partie présentant différents éléments du contexte historique. Déjà un bref rappel sur l'histoire des sabres et de la Corée. Les épées employées dans la péninsule coréenne ont une longue histoire qui remonte même à la préhistoire. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites et qui ont permis de retrouver des épées de pierre datées de plus de 3000 ans. Voilà, ici vous voyez des épées en fer. Donc ces photos ont été prises au musée de la guerre à Séoul. Ici vous voyez donc des épées en fer avec une technique de forge assez particulière qu'on appelle le style damassé, c'est-à-dire que le fer est chauffé, martelé et replié. Voilà, c'est une technique essentiellement utilisée en Chine à l'époque de la dynastie des Han et qui s'est ensuite propagée en Corée et au Japon. L'épée servait évidemment au combat, mais elle avait une autre fonction qui était de symboliser le pouvoir. À l'époque des Trois Royaumes, par exemple, l'épée qu'on appelle Kom était portée par les militaires respectés et elle symbolisait leur rang social et aussi leurs compétences en arts martiaux. Vous voyez ici les épées avec les pommeaux en anneaux, qui sont ces épées à valeur symbolique de rang social. Donc il y a une grande histoire entre la Corée et les armes, mais il y a eu aussi des périodes un peu moins fastueuses, par exemple avec l'arrivée du confucianisme vers 1300. En l'an 1300, il y a eu donc un dédain pour les arts de guerre et donc une stagnation, voire même une régression des techniques de forge et des technologies, des armes et des épées. Il y a eu plus tard dans l'histoire de la Corée de nombreuses guerres, notamment la guerre russo-japonaise et aussi l'occupation de la Corée par le Japon, qui ont vu beaucoup de destruction et de confiscation d'armes. C'est pour ça que les armes coréennes anciennes, et notamment les sabres, sont assez méconnues dans le monde. Néanmoins, il y a véritablement eu un avènement des techniques martiales en Corée, suite à la bataille d'Hideyoshi. Donc les Coréens, en tout cas les militaires, ont pris conscience que le succès dans la guerre ne dépendait pas seulement que des armes utilisées, c'est-à-dire les arcs, les flèches et tout ça, pas seulement non plus des techniques d'organisation de troupes en bataillon, mais aussi des arts martiaux en tant que science de la guerre. Voilà. Et donc ils ont pris conscience que ça avait été un petit peu négligé. Donc en 1598, le roi ordonne une compilation des méthodes de combat chinoises. Donc on peut retrouver par exemple la lance longue qui s'appelle Zhangchang, ou encore l'épée longue à deux mains qui s'appelle Sangsudo. En 1604, il y a eu l'apparition du livre Kwangbo, qui explique le combat à main nue. En 1610, pendant le règne du roi Gwanghaegun, il y a une parution d'un livre qui s'appelle le Mouye Jebu Beyon Sobjip. Voilà. Et plus tard, le prince héritier Sado ordonne la publication du Mouye Shinbo, qui explique en synthèse 18 arts martiaux. Son fils, donc le roi Zhongzhou, qui monte sur le trône en 1776, il ajoute 4 arts martiaux, en plus des 18 existants, et il ordonne que les soldats soient formés à chacun d'eux. À partir de 1785, ces arts militaires sont des sujets d'examen au service militaire. Et en 1790, on ajoute 2 arts martiaux, ce qui donne en tout 24 arts martiaux fondamentaux. On peut dire 24 arts majeurs synthétisés dans un livre, un manuel qui s'appelle le Mouye Dobo Dongji. Ce manuel était distribué à l'ensemble des unités militaires comme un manuel essentiel au niveau martial et aussi au niveau militaire. Ce manuel, le Mouye Dobo Dongji, il est à l'heure actuelle considéré comme un des manuels d'arts martiaux d'Asie les plus élaborés. Donc on
peut le considérer comme le fruit de l'expérience savante, scientifique et militaire. Voilà, il a été élaboré avec une volonté de construction d'une entité entière, forte et riche, et avec une solide puissance militaire, alliant une technologie de pointe et une science de la guerre efficace. Là, ici, vous voyez une planche du mouillé de Bolonji, donc avec les différentes armes utilisées, et puis différentes techniques aussi. Voilà pour cette première partie qui pose un peu le contexte historique des armes et du sabre en Corée. Donc on peut voir que c'est une culture traditionnelle qui est liée à la maîtrise des techniques guerrières. On peut dire aussi qu'il y a une tradition historique de l'arme et du combat fondée sur les nécessités de protection du territoire national. On voit aussi qu'il y a une volonté affirmée de renforcer les compétences militaires en place par l'élaboration de techniques martiales d'une haute performance. Et enfin, une omniprésence du sabre dans les racines de la culture coréenne, qu'il soit utilisé tant pour des raisons guerrières et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour signifier un positionnement social. Voilà. On va passer à la deuxième partie, donc qui concerne plus précisément le Haedongbundo, et on va voir comment toute cette tradition, toute cette culture des armes et des arts martiaux et de la science guerrière se retrouve en fait dans l'art du Haedongbundo. Tout d'abord une présentation générale. Donc le Haedongbundo, c'est l'art martial du sabre traditionnel coréen. Il puise ses racines dans diverses techniques guerrières. Il a pour objectif de construire la personne qui le pratique, aussi bien au niveau physique que mental. Et il a été fondé par le grand maître Kim Jong-ho, que vous voyez ici, à l'image. Donc ça, c'est une photo assez ancienne, mais le président Kim Jong-ho vit encore en Corée. Donc c'est un art qui est ancré, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les traditions coréennes. C'est maître Kim Jong-ho, grand maître Kim Jong-ho, qui a nommé l'art martial. Donc Haedongbundo, on peut le décomposer. Vous voyez ici, Hae, qui signifie la mer, qui a aussi comme référence le soleil. Dong, qui signifie l'Est, qui a aussi comme symbolique l'énergie du soleil. Gum, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le sabre. Et Do, c'est la voie martiale qu'on retrouve dans différents arts martiaux comme Taekwondo. Voilà. Donc un mot sur les origines de l'art. En 1961, le grand maître Kim Jong-ho, que vous avez vu sur la diapositive précédente, était un jeune homme passionné de sabre et il a voulu étudier plus à fond ces techniques. Donc il est allé dans la montagne et étudier avec un moine. Il a étudié pendant une dizaine d'années. Et ce moine lui a enseigné des techniques martiales basées sur la pratique du sabre. Ces techniques qu'il a reçues déployaient l'ensemble de l'arsenal guerrier autrefois utilisé par les troupes d'élite coréennes, et plus particulièrement par les guerriers Goguryeo, à savoir la pratique du sabre à deux mains, mais aussi une pratique de sabre à une main, et aussi une pratique avec deux sabres. Voilà. Donc les bases de l'art martial reposent sur des valeurs patriotiques. Il y a une grande importance aussi donnée à l'exécution de la justice et également à l'élévation intellectuelle et sociale de la personne qui pratique. Grand maître Kim Jong-ho, quand il a élaboré l'art martial, il s'est beaucoup inspiré donc de la culture coréenne et notamment des grands personnages qui ont fait l'histoire guerrière de la Corée, notamment Gwanggaeto le Grand, le général Uljimondok et le général Liang Mangchun. Voilà, ils ont des personnages comme ça qui ont été de vrais exemples dans l'apprentissage martial du grand maître Kim Jong-ho. Donc il a étudié et il a encore étudié pendant longtemps. Et il a reçu l'autorisation de codifier cet art et de le transmettre. Donc il entreprend de moderniser les techniques
pour qu'elle soit assimilable par le grand public. Il a fait un gros travail de recherche au niveau physique, puisqu'il a évidemment continué son entraînement personnel. Et il a lu plusieurs ouvrages, dont le Mouillé d'Obo Dongji, pour parfaire ses connaissances martiales. Pour étudier donc ce manuel, il a fait appel aussi à des grands spécialistes, des grands experts en langue chinoise ancienne, pour vraiment essayer de comprendre chaque détail lié à l'histoire de la Corée et aux techniques. Donc il a fondé le Haedongwundo, il a nommé l'art martial, on a vu la signification tout à l'heure, et il a voulu mettre dans cet art martial pas uniquement des techniques, mais aussi toute une philosophie. Donc il y a des fondements au Haedongwundo qui sont avant tout moraux. Voilà, avant même de parler de technique, il y a la valeur humaine intrinsèque. Et ces fondements moraux concourent à la recherche de la réalisation humaine, voilà, de la personne. Donc ce sont des fondements qu'on retrouve en Asie. Chun, le respect, Sa, le maître, Chung, l'importance, Do, la voix, mais aussi Chung, l'amour de la patrie, Kyo, on peut traduire par la reconnaissance de ses parents, qui est le respect des plus âgés, et Hui, la recherche des bonnes actions. Donc on voit que dans la construction même du Haedongwundo, il y a une volonté de ne pas considérer le sabre, de ne pas considérer l'arme uniquement comme un objet de destruction, voilà, pour détruire et tuer, mais plutôt comme un outil d'élévation de soi, comme un outil d'éveil. Et ça, on est vraiment au cœur de la pratique du Haedongwundo. En fait, bien avant les considérations techniques, il y a vraiment une valeur morale qui est importante quand on pratique le Haedongwundo. Il y a une grande part philosophique en fait. Ça passe par des valeurs assez simples, comme par exemple ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, ou alors ne pas aller chercher la guerre et la confrontation. Voilà. Ce qui ne signifie pas qu'on ne va pas se battre, mais ce qui signifie qu'on va être d'abord dans la protection de la famille, la protection du clan, avant d'aller chercher la guerre. Par contre, si quelqu'un nous attaque, on est tout à fait capable de riposter de manière redoutable. Voilà. Donc dans la construction de cet art martial, il y a vraiment l'idée de forger la personnalité, le corps du pratiquant, comme on forgerait une lame. C'est-à-dire, ça demande du temps, ça demande des efforts, mais au bout du temps, au bout d'un certain temps, l'âme se fait et elle devient étincelante, comme la lame de l'épée. C'est un petit peu poétique, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc il y a des bases qui ont été établies par le président Kim Jong-ho, qui sont assez simples et qui permettent aux pratiquants de Haedongwundo de respecter un code moral qui est aussi un symbole d'engagement personnel à respecter des règles basiques, on pourrait dire, humaines. Donc ces règles sont les suivantes: garder à l'esprit qu'un sabre doit être considéré comme faisant partie de sa propre vie. Être dans un état d'esprit qui permette le respect de chaque petite chose. Tout en pratiquant, garder une vision claire, l'esprit large et le corps prudent. C'est pas toujours facile. Avec une arme, on a toujours... le premier réflexe quand on tient une arme, c'est que l'esprit se brouille. Ensuite, en dégainant son sabre, se débarrasser de tout mauvais état d'esprit. Ouvrir son esprit et faire de son mieux pour chaque petit mouvement. Donc c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de recherche de performance, on ne va pas aller marquer celui qui marque le plus de points et tout ça, c'est vraiment dans un esprit de construction de soi-même et avec les autres. Donc voilà, avoir une bonne considération pour toute personne qui pratique dans le dojang. Dojang, c'est le lieu de pratique. Garder un profond respect envers le maître et suivre sa direction sincèrement. Le sabre en soi n'est qu'un objet, mais il doit être considéré comme faisant partie intégrante de soi. Pareil, on retrouve la même idée et au niveau physique, c'est-à-dire quand on pratique, on dit que le sabre doit être le prolongement du bras, mais aussi au niveau mental. Donc il faut se contrôler soi-même et ne pas briser les règles de base et les règles de discipline.
avec l'association française, on met un grand accent sur la sécurité, puisqu'évidemment on a des armes, et même si on ne pratique pas avec des sabres tranchants au début, évidemment, on pratique avec des sabres en bois et ça peut quand même faire mal. Et enfin, toujours être conscient de l'environnement et du fait que tout être vivant est précieux. Voilà, donc dans ces bases de code moral, il y a cet esprit d'ouverture à l'autre. Quand on entre dans le dojang, il y a vraiment... allez, on laisse toute la journée qui a été bonne ou mauvaise, c'est selon, et on essaie de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à soi-même, donc des notions d'apprentissage, des notions de partage qui sont très importantes. C'est la condition essentielle pour pouvoir pratiquer le sabre. Évidemment, si on est fermé, concentré sur soi, il y a plus de risques de provoquer des accidents, et sur soi et sur les autres. Voilà. Donc il y a un programme technique et pédagogique du Hedo-Mundo qui a été développé par le président Kim Jong-ho. Ce sont des techniques qui reposent sur l'utilisation de sabres, et il y a plusieurs types de sabres. Donc suivant là où vous en êtes dans l'évolution de la pratique, il y a différentes sortes de techniques et différentes sortes de sabres. On commence, donc quand on commence le sabre coréen, on commence par les techniques dites de Sangsu Gombop. Donc c'est des techniques très puissantes utilisées pour fendre les armures à deux mains. Il faut savoir qu'au Hedo-Mundo, on ne cherche pas simplement à couper, mais vraiment pour fendre. Donc ces techniques-là, elles permettent ça, et au niveau symbolique, la puissance qui est dégagée quand on pratique ces techniques, ça reflète l'état d'esprit du guerrier et la détermination pour vaincre dans la bataille. Ensuite, à partir du premier et deuxième dan, on passe aux formes Yedo Gombop. Là, c'est des techniques courtes, rapides et dynamiques. Elles rappellent les techniques employées durant la dynastie Choson, où les guerriers avaient des armes légères et courtes. Donc on entre vraiment dans une autre dimension dans la pratique. Ensuite, il y a les formes Bongu Gombop. Donc ça, c'est des formes très profondes et très puissantes. Et ensuite, il y a encore d'autres pratiques, mais ça c'est vraiment quand on est 5e, 6e et même plus loin. Disons des formes plus évoluées dans le Hedo-Mundo. Et le principe fondamental de ces formes, c'est qu'il y a une déclinaison plus philosophique et que ça s'oriente vers l'intégration des principes fondamentaux ou Yang, voilà, qui visent évidemment à une harmonie du corps et de l'esprit. Un des principes aussi du Hedo-Mundo, c'est que c'est le combat à un contre plusieurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas de l'ordre du duel, mais on est vraiment sur le champ de bataille, en gros. Ce qui a développé des techniques vraiment très larges, très circulaires, très amples, très particulières, très visuelles, vous allez le voir. Après, on va regarder, maintenant même, on va regarder une vidéo des championnats du monde de 2008, et vous allez voir, on utilise des postures très basses et des coups très amples. Donc ça, c'est une vidéo des championnats du monde de 2008 en Corée, puisqu'il y a des championnats du monde tous les 2 ans. Le prochain est au mois de juillet, du 9 au 15. Si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas. Et donc ça, c'est une petite vidéo qui dure à peu près 7 minutes. Je vais la couper au milieu parce que je ne vais pas tout montrer non plus. Et elle montre en fait la cérémonie d'ouverture des championnats du monde. Il faut savoir que donc il y a des épreuves, tout ça comme dans les championnats du monde de tous les autres arts martiaux. Mais il y a particulièrement une cérémonie d'ouverture qui se veut vraiment fastueuse. Et donc la World Hedo-Mundo Federation invite vraiment des maîtres à faire des démonstrations assez exceptionnelles, et vous allez pouvoir en voir un petit peu.
c'est un goumou, donc une forme chorégraphiée par les enfants. J'avance un tout petit peu pour vous montrer du combat. Là, c'est ici des formes codifiées. Donc ici c'est la coupe de ballot de paille. Ça peut sembler rien mais ça a vraiment la densité du corps humain donc c'est assez technique.
Et là de la coupe de bambou ensuite après. Quand la coupe est bien réalisée, le support reste droit, un peu comme là. Voilà pour cette petite vidéo. Au début, vous avez vu du papier. Donc ça peut sembler rien du tout de couper du papier, mais c'est vraiment très technique au niveau de la précision et de la vitesse. On peut couper avec, là vous avez vu, ils ont coupé avec des gingums, c'est-à-dire des sabres tranchants, mais on s'exerce aussi à la coupe de papier avec les sabres en bois quand on débute. Voilà. Donc pour faire une petite synthèse de la deuxième partie, pour reprendre un peu tous les éléments, on peut dire que le Haedongumdo est un art martial qui puise ses origines à la source même de la culture coréenne, que c'est un art centré sur la pratique du sabre traditionnel à un tranchant. Il existe d'autres sabres, d'autres armes où il y a 2 tranchants et tout ça, mais nous c'est vraiment pas le cas. Le Haedongumdo est un art qui insiste sur des règles déontologiques qui visent à améliorer les conditions d'harmonisation de l'être et par extension de la société. Et enfin, le Haedongumdo est un art qui fonde son programme pédagogique sur des obligations d'efficacité, bien évidemment, et aussi sur des techniques ancestrales éprouvées. On va passer à la troisième partie qui concerne le développement du Haedongumdo. Donc d'abord quelques repères chronologiques. En juillet 82, le grand maître Kim Jong-ho, qui a fondé l'art martial, ouvre son premier dojang dans la ville de Hanyang. Ensuite, en 84, le 10 avril 84, à côté de Séoul, il y a une première structure organisée pour diffuser le Haedongumdo. Donc, il crée cette première structure. En mai 1984, il y a la publication du premier livre de Haedongumdo qui s'appelle Haedongumbop Keidon. En novembre 1996, le président Kim, pour garantir la pérennité de son art martial, crée la World Haedongumdo Federation. Et en 1997, par le biais de cette World Haedongumdo Federation, le président met en place des dépôts officiels de propriété dans différents pays du monde. Donc, comme vous pouvez le voir, aux USA, au Mexique, au Canada, en Europe, en Chine, au Japon. Un peu partout. Le Haedongumdo donc, est un art martial protégé, plus particulièrement donc, par le biais des dépôts de marque qu'a effectué le président et le grand maître Kim Jong-ho. Protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom officiel est un nom déposé, aussi bien le nom coréen, en hangul, que sa romanisation, que la marque et les logos Haedongumdo sont aussi protégés, et que la position Pokose, qui est une position assez redoutable et qui fait assez mal aux jambes quand on pratique, et toutes ces caractéristiques et toutes ces déclinaisons sont aussi protégées. Voilà. Ça, c'est des considérations un petit peu juridiques, je laisse de côté, vous pouvez lire, vous pouvez me demander la feuille à la fin si vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'art martial, le nom est déposé et l'art martial est protégé. Donc au niveau légal, il y a une reconnaissance et aussi une reconnaissance au niveau officiel. C'est-à-dire que le gouvernement coréen a établi que le Haedongumdo était un art martial traditionnel coréen et que la World Haedongumdo Federation dispensait cet art de manière juste et brillante en Corée et partout dans le monde. Donc la World Haedongumdo Federation est la seule structure reconnue pour la pratique du Haedongumdo, l'art martial du sabre traditionnel coréen. Donc c'est la seule fédération reconnue par le ministère des Sports de la République de Corée. C'est une très haute distinction et ça atteste de la reconnaissance officielle de l'État coréen pour la création du Haedongumdo originel par le grand maître Kim Jong-ho, qui est donc le fondateur et le président de la World Haedongumdo Federation. Cette World Haedongumdo Federation elle a une organisation solide. C'est un organisme à vocation internationale et elle a pour objet
de développer le Hedomundo. Donc elle regroupe les structures affiliées et elle organise aussi donc, des championnats, comme les prochains championnats qui vont avoir lieu cet été, et aussi des démonstrations et des cours réguliers, etc. Toute la panoplie d'actions qu'on peut développer pour promouvoir un art martial. Il y a plus de 3 millions de pratiquants dans le monde. Voilà, donc c'est un nombre qui est en constante augmentation. Au niveau de la composition administrative, donc au siège, il y a donc le président et un secrétaire général et responsable financier. Et il y a aussi un bureau composé de 5 agents administratifs et de 2 secrétaires. Et au niveau mondial, ça s'organise de cette façon-là. Donc il y a la World Hedomundo Federation. Ensuite, il y a une organisation, une association par continent. Par exemple, ici en France, on dépend de l'association européenne de Hedomundo. Ensuite, il y a une association par pays. Et ensuite, il y a les clubs. Donc vous voyez, c'est vraiment très hiérarchisé. Donc il y a plus de 3 millions de pratiquants dans le monde, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, ça touche à peu près plus de 40 pays, répartis sur les 5 continents. Et chaque continent est dirigé par un grand maître qui est responsable directement auprès du président Kim Jong-un. Dans ces associations, la gestion administrative et l'organisation technique et pédagogique sont distincts. Pourquoi? Pour pouvoir permettre un développement sain et que les choses soient carrées. Voilà. Voilà. Au niveau européen, donc c'est l'association européenne qui représente la World Hedomundo Federation. Donc en Europe, il y a 14 pays avec environ 5000 pratiquants. L'association européenne est dirigée par trois maîtres donc, qui ont été désignés officiellement en 2008 par le président Kim Jong-un. Je vais vous les montrer. Donc voici les dirigeants de l'association européenne de Hedomundo. Au centre, vous avez maître Han Sang-young, qui est le responsable Europe, donc le référent direct du président Kim Jong-un. À sa droite, donc à votre gauche, vous avez maître Lee Chul-kyun, qui est le directeur technique Europe. Et à la gauche de maître Han, donc à votre droite, il y a maître Jean-François Kaposi, donc qui est le responsable France, mais également le secrétaire général Europe. Donc il a une double responsabilité. Voilà. Donc maître Kaposi, il est responsable en France. Il a fait le dépôt légal du titre français en 1997, donc c'est là qu'a commencé à apparaître le Hedomundo en France. On dispose d'un agrément ministériel par le biais de la FFST. Donc l'association française de Hedomundo, dirigée par maître Jean-François Kaposi, est la seule structure officielle en France reconnue par la World Hedomundo Federation. On a développé plusieurs comités ou commissions qui permettent à l'art martial de se développer sereinement en France. Donc le comité des grades, le comité des distinctions, la commission des distinctions, l'école nationale des cadres, c'est-à-dire qu'en fait il y a une école spécifique qui est dirigée par maître Kaposi pour la formation des cadres et des instructeurs de l'association française. Voilà, moi-même je suis membre de l'école nationale des cadres, et ce qui permet ensuite de pouvoir ouvrir un dojang, de pouvoir enseigner. Voilà, il y a aussi une commission handicap, aussi une commission enfants et une commission des pratiquantes, donc pour la représentation féminine. Actuellement, je suis la responsable nationale de cette commission des pratiquantes. Voilà, c'est d'une part pour éviter tous les écueils qui ont eu lieu dans le développement des autres arts martiaux, à savoir le machisme, le sexisme, voilà, toutes ces choses. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème avec ça, donc on veille. Mais c'est surtout aussi pour promouvoir la pratique féminine, parce qu'en France, notamment, la pratique martiale est globalement masculine. Mais il y a réellement de la place pour les femmes dans les arts martiaux, et en particulier dans le Hedomundo. Actuellement, il y a plus de 40% de femmes chez nos pratiquants, donc c'est vraiment un pourcentage assez élevé dans les arts martiaux. Donc on continue ce travail. À ce titre, et vraiment personnellement, merci encore de m'avoir invitée, parce que c'est pas souvent qu'on voit qu'on invite des femmes pour promouvoir les arts martiaux.
Mais ça se fait très bien, vous voyez. Donc voilà. Au niveau du développement en France, on organise des stages partout en France, donc dans les villes où il y a déjà des clubs et également dans les villes où il n'y a pas de club. Donc on dépêche un instructeur, il va faire un stage d'initiation, par exemple dans les écoles. Voilà. Comme la World Edumundo Federation, notre nombre de licenciés est en hausse, malgré la jeunesse de notre implantation dans le territoire. Parce qu'il faut savoir que développer un art martial n'est pas chose aisée. Voilà, il y a beaucoup de choses à développer, tant au niveau administratif qu'au niveau technique, qu'au niveau pédagogique. Voilà, il y a vraiment, c'est un monde qui s'ouvre. Donc on est très content qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Et au niveau régional, ça se ressent puisqu'on a quasiment des clubs dans quasiment toutes les villes universitaires. Voilà, avec des partenariats, avec des instances d'État qui garantissent la sérénité du développement. Donc, on retrouve en fait l'état d'esprit originel du Edumundo qui est que les choses se fassent en harmonie. Voilà. Et dans la structure et dans l'art martial même, il y a vraiment cette volonté-là. Donc ça, c'était le Edumundo en France. Donc il faut savoir aussi qu'on promeut l'art martial en faisant des démonstrations. Là, je vais vous montrer une vidéo de la dernière démonstration qu'on a faite au Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy, qui s'est tenu en mars. Voilà, donc on a été invités. C'est un festival qui est peut-être le plus grand festival d'arts martiaux au monde. Ils invitent vraiment des experts de tous les arts martiaux, de tous les pays. Donc on a la chance tous les 2 ans d'être invités. Cette année, donc, il y avait Maître Capozzi qui faisait de la coupe de paille, Maître Lee, que vous avez vu sur la photo, qui faisait de la coupe de papier, et l'équipe de France de Edumundo, donc en démonstration, qui était composée de membres de l'École nationale des cadres et également d'enfants. Voilà, pour montrer que c'était une discipline ouverte à tous et accessible. J'ai choisi de vous montrer, pas la vidéo officielle qui est parue sur Paris Première, parce qu'à chaque fois c'est diffusé sur Paris Première, il y a des millions de téléspectateurs, parce qu'ils ont eu un petit problème de cadrage, donc on ne voit pas les coupes de Maître Capozzi, ce qui est dommage. Donc c'est une vidéo amateur, mais on voit vraiment les coupes et le combat. Donc il y a des petits commentaires des gens, mais... des écrans géants de Bercy. Ils montrent les précédentes démonstrations avec Maître Han Sayong. Là, on fait une forme codifiée tous ensemble.
multi-coupe à une main. Il a un ballot de paille sur son pied qu'il va lancer. Et ensuite, Franck va lui lancer un ballot de paille qu'il va couper en vol. Voilà pour cette démonstration. Donc on arrive à la fin de cette conférence sur le Hedon Mundo. En synthèse de la dernière partie sur le développement, on peut rappeler que l'art martial est présent dans 42 pays dans le monde, que c'est une tradition et un art qui sont préservés quels que soient les aléas rencontrés, qui a une organisation solide et fiable qui permet un sain développement sur les plans administratifs et aussi techniques, donc avec la World Hedon Mundo Federation, l'association européenne et aussi l'association française de Hedon Mundo. Et enfin que c'est un art en pleine expansion, donc sur les plans internationaux, européens et nationaux. Voilà. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire au niveau, à tous les niveaux, au niveau des tenues, au niveau de la technique, au niveau des sabres, au niveau des armes, au niveau de l'esprit. Bon, c'était une heure de présentation, donc on a essayé de voir un petit peu chaque palette. Évidemment, si vous voulez savoir plus, il faut venir pratiquer. Donc je vous invite à venir pratiquer dans tous les clubs et associations qui sont en France, qu'on a développés. Il y a ici des flyers avec toutes les affiches, enfin toutes les adresses si vous voulez. Il y en a aussi, j'en ai vu sur la table à l'entrée. Voilà. Vous pouvez aussi aller visiter notre site qui est www.hedong-gundo.fr. Voilà, vous trouvez tout le calendrier de nos actions, de nos démonstrations, des stages, puis les lieux de pratique en France, et puis un petit peu d'historique aussi, et puis un petit peu de technique. Vous retrouvez les commissions et puis les liens vers l'association européenne et la World Hedon Mundo Federation. Voilà, cette conférence est finie. Donc je vais remercier encore une fois le directeur du Centre culturel coréen pour son invitation. C'est vraiment un grand honneur pour nous de pouvoir avoir un accès comme ça, de pouvoir le présenter, notre art martial, au Centre culturel coréen. J'espère que cette conférence vous a plu. Et voilà.